Bonjour. Je voudrais tenir une deuxième conférence sur le débriefing dans le cadre de notre formation du Centre européen de psychologie clinique et psychanalyse, le CEPA, et vous parler des versions actuellement en cours, des versions formalistes du débriefing. Alors, à l'heure actuelle, on utilise plusieurs modèles de débriefing. La technique la plus répandue aux États-Unis, le CISD, Critical Incident Stress Debriefing de Mitchell, est fondée sur une approche strictement cognitive. Elle préconise l'emploi d'un protocole méticuleusement structuré en une multitude d'étapes, de sous-étapes et d'injonctions extrêmement détaillées et contraignantes. Alors, s'il a donné quelques résultats positifs, il faut bien le reconnaître, malheureusement, on s'aperçoit qu'au bout de quelques mois, les symptômes de stress post-traumatique ressurgissent invariablement chez la majorité des sujets traités. Alors, ces débriefings qui se déroulent généralement en une seule séance ne laissent aucune place à l'intuition de l'intervenant, ni à l'expression spontanée et subjective des victimes. Le psychologue, dont la fonction est réduite à une dimension pédagogique, se borne ici à prodiguer à ses patients des conseils plus ou moins avisés et préétablis. Le modèle qui s'impose actuellement chez les professionnels de la santé mentale dans l'espace francophone, désigné par le sigle IPPI, intervention psychothérapeutique post-immédiate, revendique explicitement son inspiration psychanalytique et ambitionne de ne pas forcer l'énoncé du récit par les victimes, ce à quoi on ne peut que souscrire. Néanmoins, force est de constater que la conception parfaitement protocolaire et la multiplication protéiforme de ces différentes étapes et consignes, d'ailleurs fort directives, se révèlent non seulement peu fécondes, mais comportent aussi le risque d'aggraver la confusion mentale chez des patients passablement désorientés. Pour avoir longuement étudié et appliqué au sein d'une organisation de psychologues dénommée le GIP, le groupement d'intervention post-traumatique, et qui a déposé le bilan, mais les techniques du débriefing du type IPPI, les cliniciens et enseignants du CEPA, ainsi que les membres de SOS Psy ont dû faire le constat qu'elles s'apparentaient largement, sinon complètement, à celles pourtant décriées par les adeptes de l'IPPI du CISD, pardon pour ces sigles, le dernier étant américain et d'orientation purement cognitiviste. Elle produisait l'effet de devinettes inutilement compliquées et les victimes butaient invariablement sur la ramification surabondante au dédale labyrinthique. Ces protocoles ne manquaient pas de gêner le bon déroulement des entretiens. Ils s'avéraient susceptibles d'obstruer la circulation libre d'une parole vraie, voire d'ajouter au tourment des victimes. Par conséquent, et compte tenu de la complexité alambiquée et essentiellement formaliste de ces procédures, souvent futiles et potentiellement nocives pour les patients, le comité de recherche du CEPA a opté pour échafauder son propre modèle du débriefing. Alors, la conception du débriefing par le CEPA. D'abord, les critères thérapeutiques. La condition sine qua non pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge réside en ce que l'intéressé ait explicitement énoncé son désir de participer à une séance de débriefing. Il est indiqué qu'un psychologue procède à une évaluation psychoclinique des candidats au débriefing afin de s'assurer de leur aptitude psychique à répondre aux exigences requises pour entreprendre une telle démarche. Le diagnostic préliminaire
consiste aussi à déterminer si le patient nécessite une hospitalisation d'urgence, par exemple en cas de décompensation psychotique, et ou de la présence de lésions organiques. Alors, quant aux spécificités méthodologiques, on peut dire que d'après notre expérience clinique, la méthode du débriefing, complètement remaniée par nos soins, se révèle la plus appropriée pour intervenir en situation d'urgence et prendre en charge des sujets qui viennent de subir un choc traumatique. Cette technique innovatrice mise au point par le CEPA constitue l'une des spécificités majeures de l'association et la distingue de tous les autres groupes psychocliniques, dont beaucoup ont pourtant fini par s'inspirer de notre méthodologie et de notre pratique. Composé de plusieurs étapes successives, le débriefing s'opère de préférence dans la limite de 72 heures, suivant un événement potentiellement traumatisant, un accident, une agression, etc. Mais il peut aussi se montrer adapté pour soigner certains troubles psychiques de longue durée, surtout si ceux-ci ont pour cause une série relativement homogène de traumas réitérés tels ceux issus de la maltraitance ou un traumatisme unique tel celui déclenché par une agression violente. Si le débriefing est toujours indiqué pour traiter des traumas de type 1, donc un événement unique, il s'avère souvent opérant pour endiguer des traumas de type 2, tels les effets d'un choc, de choc répété ou ceux procédant d'un harcèlement moral prolongé. Son objectif est de prévenir la constitution d'une pathologie post-traumatique chronique et, in fine, de permettre au patient de recouvrir sa position de sujet. Au cours de nos investigations, nous avons constaté qu'il était superflu, voire important, de le différencier du diffusing que d'aucuns réservaient à l'intervention in situ comme sur le lieu même d'un drame. Afin de garantir l'efficacité maximale à la fois préventive et curative de la stratégie du débriefing, il est primordial de maintenir une distinction nette entre ces trois principales étapes qui se différencient de par leur contenu et leurs procédés respectifs. De plus, il est indispensable, à de rares exceptions près, de respecter rigoureusement l'ordre et la succession de ces différentes phases. Enfin, lorsqu'une victime se trouve en état de choc, on peut faire abstraction du principe d'abstinence qui constitue pourtant une règle fondamentale des principes de la psychologie clinique. Par exemple, il ne faut pas hésiter à établir un contact physique avec la victime. Afin de l'arracher à son éprouvé de solitude intérieure, caractéristique d'un vécu traumatique, on doit parfois la toucher de façon affectueuse et bienveillante, par exemple en lui tapotant l'épaule ou le bras, ou en lui tenant la main de façon amicale et bienveillante. Dans une perspective analogue, en vue de créer un climat de confiance et pour signifier au patient qu'il n'est pas seul, le psychologue ne s'interdira pas de parler un peu de lui-même. Quant aux trois étapes du débriefing, alors si au cours des 2 premières étapes, on tente de biaiser avec le côté strictement émotionnel du choc traumatique et de le reléguer provisoirement au second plan, c'est surtout pour donner à la victime les moyens d'y revenir par la suite et de façon beaucoup plus approfondie et de reconsidérer l'événement sous un nouvel angle lors de la 3e étape. Il faut souligner que le psychologue incarne la position de garant de la continuité d'un rapport psycho-affectif via le transfert, donc un rapport positif avec et entre le participant ou les participants et lui-même, et toujours dans le cadre tiercisé du débriefing, la parole.
Ce lien transférentiel se situera à cheval entre la relation duelle de type maternel ou fraternel et celle tiercisée relevant du père symbolique. Enfin, avant de commencer le débriefing et pour donner le ton censé présider aux considérations factuelles de la première phase, l'intervenant rappellera succinctement les impératifs concrets et pratiques qui contribuent de facto à étayer le cadre du dispositif thérapeutique de ce type de réunion, puis il pourra offrir des boissons ou des collations à ses patients. Merci, à bientôt, et je vous donne les contacts de l'association. Donc, les miens, directeur du CEPA, Dr Fred Fliège, le téléphone 06 62 2 fois 92 55, courriel fred.fliège@gmail.com. Françoise Dexmier, chargée de communication, le téléphone 06 69 17 81 72 et le courriel françoise-8 ndb@yahoo.fr. À bientôt.